toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire consacré à un sujet aussi répandu que souvent silencieux, qui est le syndrome de l'imposteur. Je me présente, je suis Amadou Abdou Mariama, étudiante en management et gouvernance des systèmes d'information à l'École nationale des sciences appliquées de Jda. Et j'ai le plaisir de modérer cette rencontre dans le cadre du projet Leadership Chemin d'Excellence. Alors, l'objectif de ce webinaire n'est pas de faire disparaître le doute à tout prix, mais de mieux le comprendre, d'identifier ce qui l'alimente et surtout de voir comment continuer à avancer et performer avec justesse, bien sûr sans s'épuiser ni se dévaloriser. Pour aborder ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants au regard complémentaire. Je vais d'abord leur laisser la parole pour qu'ils se présentent brièvement. Madame Zulekha, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup à l'équipe de Leadership Chemin de l'Excellence. Merci de m'avoir associée à ce webinaire et comme vous le savez, moi j'ai beaucoup et je continue à travailler avec l'ensemble de nos étudiants et avec nos étudiants étrangers africains. Donc c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous et de débattre d'une thématique qui est pour moi fort importante parce que moi, je vis dans la continuité avec la jeunesse, dans le milieu universitaire et on voit que ce syndrome, vraiment, il émerge assez souvent, que ce soit quand on est étudiant, que ce soit quand on est dans le bas âge, que ce soit quand on est dans des professions. Voilà. Avec vous, professeur Zulekha Hirsi, je suis professeur à la faculté des sciences. Donc, ma spécialité, c'est l'océanologie côtière. Je suis à cheval entre le département de géologie et de biologie. Et je travaille sur l'environnement, qui est une discipline assez large. Et j'ai eu l'occasion, en 2003, d'être à la tête d'un centre fort important de l'université qui met en place ou en œuvre la troisième mission de l'université, qui est le développement, à l'instar de la formation et la recherche. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la mission de développement de l'université, si on creuse là-dedans, on sait que dans le milieu académique et particulièrement les universités, nous avons deux produits. Le premier produit phare, c'est les lauréats de l'université, qui sont les étudiants et les étudiantes, et les produits de la recherche scientifique. Et donc, quand on travaille sur cette mission, on travaille sur le comportement des étudiants pour pouvoir les insérer dans le marché de l'emploi. Parce que l'aboutissement des études supérieures, bien sûr, c'est vraiment soit poursuivre la recherche, soit donc intégrer le marché de l'emploi. Et j'ai eu l'occasion de travailler, ou plutôt d'enseigner dans un certain nombre de masters, et je continue à le faire, et sur principalement tout ce qui est en relation avec la valorisation de la recherche, la propriété intellectuelle, les brevets, etc. Et dans ces thématiques, il y a ce volet-là du comportement des ressources humaines émerge assez souvent et donc j'aurai l'occasion de partager avec vous quelques expériences tout en sillonnant ou tout en voyageant à travers donc ce syndrome de l'imposteur qui est un syndrome qui touche de nombreuses personnes. Je donnerai tout à l'heure les statistiques. Donc voilà, je suis acteur associatif et je suis en même temps acteur politique. Et donc, j'ai le plaisir de travailler aujourd'hui avec mon ami et voisin, professeur Si Mohamed. Donc, on va débattre ensemble de cette thématique en présence de nombreux étudiants qui sont ici présents et qui, chacun de son côté ou de l'angle où il a vécu, où il vit en ce moment, pourra donc alimenter et enrichir le débat aujourd'hui. Voilà. Je passe la parole à mon ami. Oui, merci bien. Monsieur Mohamed, vous avez la parole. Merci beaucoup, jeunes gens. Salam alaikum tout le monde. Tout d'abord, je suis ravi de revoir mon ami et mon voisin, ma voisine de palier, Lalla Zulekha, professeur éminent à l'université Premier. Et on a toujours quand même
On s'est toujours rencontrés sur des choses. N'est-ce pas? Et alors alors s'il vous plaît, si vous pouvez couper le son. Monsieur Kabirou Mohamed. Non, mais celui qui gère la plateforme doit veiller à éteindre tous les micros. Moi, je le fais automatiquement. Vous avez normalement les mêmes droits que... Il y a un bruit de fond. Voilà, c'est super. Donc, moi, c'est Mohamed Rachid El Mahfoudi. Alors, je suis architecte de formation. J'ai été, et je le suis toujours pour quelques mois avant ma retraite, commis de l'État au sein du ministère de l'Équipement et des Transports et de la Logistique et de l'eau. J'ai fait quand même un parcours assez varié. Donc, j'ai commencé mes premiers pas en tant qu'architecte civiliste au ministère de l'Intérieur à Casablanca. Merci Adamo, merci. Et après, j'ai intégré le ministère des Travaux publics où j'ai travaillé à Rabat au sein de la direction des équipements publics pendant 5 ans. Et en 1996, j'ai été, suite à ma demande, affecté dans la région de l'Oriental, à Oujda, au sein du centre technique et du centre régional des études techniques. J'y ai passé on va dire quelques 9 ans. Et en 2005, on m'a nommé directeur de l'Institut spécialisé des travaux publics qui forme des techniciens spécialisés en génie civil, option bâtiment, route. Et après, en 2007, on a créé la filière gestion logistique et transport. Donc, j'y suis resté 15 ans. Heureusement, malheureusement, mais moi, mon leitmotiv de vie a toujours été la formation. Donc, je garde encore cette habitude, cette bonne habitude. Et j'officie toujours en tant que formateur vacataire, que ce soit à l'université, que ce soit à l'École nationale d'architecture, que ce soit à l'ISTP. Alors, après ce passage quand même de 15 ans, a été greffé par d'autres responsabilités, à savoir un chargé de mission pour la création d'une école supérieure en ingénierie logistique, les îles, à Casablanca. Donc, tout en gardant mon poste de directeur de l'ISTP, donc j'ai fait cette mission entre Oujda et Rabat. Juste après 1 an et demi, donc, dans cette mission, on a pu quand même élaborer un cahier des normes pédagogiques agréé par la CNACES et par le ministère de l'Enseignement supérieur et tout. Après ce bref passage, j'ai été nommé comme chef d'aménagement pour le suivi des travaux de réalisation de l'aéroport de Nador, tout en gardant mon poste d'acte, ou en anglais de imposter syndrome, et en arabe mutalazimat al-muhtal. Et j'ai essayé de mettre un petit peu, pour vulgariser, c'est le syndrome d'un fraudeur ou d'un charlatan, même si celui qui le fait, qui fait l'acte, ne le sont pas. Et je vais donc lister quelques exemples. Alors, dans le plan que j'ai abordé pour pouvoir débattre cette thématique, et à chaque fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais parler d'exemples. Je vais donc essayer de définir c'est quoi le syndrome de l'imposteur, et puis après citer quelques typologies et proposer soit des solutions ou des stratégies de défense par rapport à cette problématique-là. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un état psychologique, vraiment, parce qu'on a été sollicité par une jeune étudiante qui fait la médecine. Donc, c'est un état, comme je viens de dire, qui est un état donc psychologique de personnes qui, même s'ils réussissent dans la vie, même s'ils sont compétents, ils ont toujours des doutes dans leur réalisation et ils craignent d'être démasqués comme un imposteur devant le public.
Alors, ce syndrome, donc, c'est un mécanisme psychique. Si vous arrivez à suivre, donc, elle est toujours partagée, mon écran. Oui ou pas? Oui, on vous reçoit. D'accord. Oui. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un mécanisme psychique qui cause une remise en question constante de sa propre valeur. Ça veut dire, c'est une manifestation, c'est une dévalorisation des compétences de chacun de nous et de peur, parce que cette situation génère des peurs. Alors, pour vous donner quelques statistiques, alors, il y a environ 25 à 30% de personnes qui sont, même s'ils sont très performantes, elles peuvent souffrir de ce syndrome-là, parce que des fois, essayer d'être très perfectionniste, c'est essayer de cacher quelque chose qui est à l'intérieur et qui n'est que cette étape psychologique de la personne. Donc, ce phénomène-là, il s'accompagne de nombreux doutes injustifiés concernant l'estime de soi, comme il existait un conflit entre la perception de la personne à elle-même et la perception qu'ont les autres sur nous. Parce que, je m'explique, si vous venez pour faire une soutenance et que vous faites travailler votre cerveau en disant que voilà, je ne vais pas être au niveau, les gens vont se moquer de moi, je n'ai pas fait un bon travail. Si vous avez fait un bon travail, que vous avez travaillé d'une manière régulière, que vous avez donc arrivé à un objectif quand vous allez se soutenir, ça veut dire que vous avez fait un travail. Donc, j'ai toujours dit, moi, aux jeunes, la compétence, c'est pas, on n'a pas une règle. On ne peut pas dire je suis compétente à 10% dans ce domaine ou 20% ou 30%, parce que la compétence n'est pas mesurable. Je peux être compétente en théorie et je ne peux pas l'être dans la pratique. Je peux avoir une compétence dans un domaine, mais dans un volet que certaines perçoivent et d'autres ne perçoivent pas. Donc, il ne faut jamais se comparer. Alors, cette situation, qu'est-ce qu'elle génère chez les gens? Le doute. Et le doute, c'est cette situation de doute qui va créer la peur. Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va engendrer chez le porteur du syndrome? Il va essayer d'élaborer des stratégies de défense. Et en matière de communication, on dit toujours que quelqu'un qui essaie de se défendre en matière de communication, c'est un signe de faiblesse. Donc, c'est quelqu'un qui cache des doutes. Je vous explique des situations. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui vous culpabilise dans une certaine situation, si vous êtes sûr que ce qu'il raconte n'est pas correct, il vaut mieux ne pas répondre. Parce que le silence, c'est une forme de mépris. Parce que essayer de chercher des réponses alors que vous êtes sûr de ce que vous avez fait et que même si vous avez fait une erreur, vous ne l'avez pas fait exprès, il vaut mieux donc garder le silence. Moi, c'est la stratégie que je mène. J'ai été dans des situations de ce genre-là et dans des réunions officielles où j'ai été pointée du doigt par une fois, surtout dans une réunion avec des collègues. Et ceux qui étaient dans la salle, ils étaient tous des collègues qui me connaissent comme mon voisin et mon ami professeur et directeur Mahfoudi. Et donc, je n'ai pas répondu pendant 40 minutes. Il y avait une personne qui n'a pas arrêté donc de me pointer du doigt autour c'était un projet de recherche. Je n'ai pas répondu. À un certain moment, le président de la réunion m'a dit « Madame, est-ce que vous n'avez rien à dire ?» J'ai dit « À qui je vais dire ?» Tous ceux qui sont présents dans la salle me connaissent. Donc, je n'ai pas de réponse. Parce que si je réagissais à chaque fois, j'élaborais des réponses pour me défendre, je vais être perçue comme faible. Mais le silence, je suis sortie de la réunion tout en étant forte. Donc, je vous donne de temps en temps comme ça quelques situations que j'ai vécues moi personnellement. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est une manifestation, comme je viens de dire, psychologique qui peut toucher de nombreuses personnes, quel que soit leur rôle. C'est-à-dire, moi, je parle ici du milieu dans lequel nous œuvrons, mais ça peut être en famille, ça peut être dans le travail, ça peut être avec des amis, dans l'emploi et à tout âge. Donc, on peut avoir ce syndrome à n'importe quel âge. Et dans les relations sociales et aussi professionnelles. Donc, dans toutes les situations,
ce syndrome peut donc, ou cet état psychologique peut donc se manifester. Alors, le syndrome, c'est un état, comme je viens de dire, psychologique à une personne qui doute de ses réussites et qui attribue ses succès quand elles sont là à la chance plutôt qu'à ses compétences. Parce que si à chaque fois on va dire ah, c'est parce que j'ai eu la chance que j'ai pu, les gens ont dit que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par coup de chance, mais tu as répondu si tu ne connaissais pas le domaine, tu n'allais pas pouvoir répondre, tu n'allais pas pouvoir agir avec la compétence, c'est pas une chance, c'est parce que on a œuvré pour arriver à la situation, au succès dans lequel on est. Alors, cette situation, elle est caractérisée par la peur d'être démasqué, parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font et où ils sous-estiment eux-mêmes. Donc, c'est la sous-estimation de soi et qui peut parfois, avec le temps, mener à des surmenages ou à la procrastination. Et donc, ces situations, je vais vous expliquer des états. Par exemple, surtout dans les classes où il y a des examens. Donc, je fais allusion, par exemple, au baccalauréat, parce que chez nous, au Maroc, comme de nombreux pays, le baccalauréat, c'est une classe qui vous permet de définir en partie votre projet professionnel. Donc, si vous avez une bonne note, vous pouvez accéder, donc, par exemple, à des établissements à accès régulé, comme les écoles d'ingénieurs, ou les facultés de médecine et autres. Donc, c'est un passage chez nos jeunes scolarisés qui vous permet de décider de votre vie. Et généralement, cette situation, elle est vraiment, je la sens chez les jeunes qui préparent le bac, et d'ailleurs, des fois, je le fais autour de moi, de mon entourage. Quand je parle à ces jeunes, je trouve, même s'ils ont toujours eu de bonnes notes, ils ont cette peur avant l'examen. Et cette peur, des fois, elle peut impacter leur réussite le jour de l'examen. Parce que si vous avez suivi vos cours régulièrement, que vous avez vous allez vous dire, voilà, je suis dans le même bateau que tous ceux qui ont travaillé et je peux arriver donc à l'horizon de la réussite. Donc, il faut vraiment penser positif parce que même notre cerveau, quand vous réfléchissez négatif, c'est le négatif qui vous arrive. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'échanger avec des gens, des spécialistes de psychologie, surtout chez les jeunes. Des fois, quand vous dites demain, je dois me lever à 5 heures du matin parce que j'ai un vol à 7 heures, si vous faites le réveil, si vous réfléchissez le soir, la nuit, que vous allez dormir, que vous n'allez pas écouter le réveil, il se peut que le réveil sonne et vous n'allez pas l'écouter parce que vous avez mobilisé la partie négative de votre cerveau. Parce que quand vous fixez un objectif, il faut vraiment essayer de voir le côté positif. Parce que quand on réfléchit le négatif, c'est la peur qui devance et cette peur, elle risque de changer toutes vos pensées et donc c'est les catastrophes qui peuvent arriver. Alors, comment se manifeste le syndrome de l'imposteur? C'est une peur persistante d'être exposé comme un imposteur malgré des preuves tangibles de compétences et de réussite. C'est des gens qui ont toujours peur, c'est des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et donc, c'est des gens, je dirais, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont ou de là où ils sont. Alors là, je vais m'arrêter et je vais vous dire une chose. Moi, quand je rentre la première journée, en début d'année, surtout chez les jeunes, en première année, je leur dis toujours, écoutez, je suis là, je suis votre prof. Maintenant qu'il y a beaucoup de moyens pour pouvoir chercher l'information, nous sommes, même si nous sommes des enseignants, nous sommes devenus des accompagnateurs. Parce que là, le savoir et la connaissance sont disponibles un peu partout sur les moteurs de recherche. Nous, on accompagne, donc bien sûr, on fait une ligne directrice du travail pratique ou du cours, etc. Mais des fois,
pour vraiment lutter contre ce syndrome, je dis aux étudiants, écoutez, on va travailler ensemble. On va faire un TP, on va co-construire le travail pratique ensemble. Parce que moi aussi, je vais apprendre de vous. À votre âge, parce que je me compare à eux, je leur dis, il ne faut pas se comparer à moi, je suis plus âgée que vous. Donc, il ne faut pas se comparer à quelqu'un qui a travaillé 20 ans, 30 ans ou 15 ans dans un domaine et se dire, voilà, je ne peux pas répondre, lui, il connaît mieux que moi, parce que l'âge professionnel, il compte. Je leur dis toujours que moi, à votre âge, peut-être je ne connaissais pas autant de choses que connaissent les générations d'aujourd'hui, parce que l'information, elle est disponible et elle est un peu partout. Donc, c'est une façon de leur donner la confiance en soi, parce que, je dirais, des stratégies pour lutter contre ce syndrome, c'est vraiment les mettre à l'aise et leur donner la confiance. Alors, je continue, je reviendrai tout à l'heure sur les solutions. Excusez-moi, madame. Oui. Je m'excuse de vous interrompre. Je pense qu'on on voit que la première page depuis. On voit que la fiche du webinaire. Ah bon? Il fallait me dire. Parce maintenant, que c'est bon? Oui, maintenant, c'est bon, merci. Ah, il fallait me dire parce que je suis partie et j'étais là. Vous. Attendez. Ah non. Ah, il fallait me le dire. Je vais faire défiler, je suis désolée. Là, donc les définitions, j'ai donné les... Là, c'est bon? Vous suivez, vous suivez là? C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je reviens ici. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est caractérisé par un sentiment de fraude malgré la réussite. Donc, on a toujours ce sentiment de peur, même si on réussit. Parce que moi, je connais des étudiants qui me disent, Madame, moi, je n'ai pas travaillé. Et quand je leur rends les copies, ils ont un 17, un 18. Ça veut dire que ils ont fait des choses, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont excellents, qu'ils ont excellé. Et ça, c'est pas normal. Donc, parce que la peur, des fois, moi, je connais 2 personnes autour de mon entourage qui sont allées à l'examen avec cette peur-là. Et quand on leur a donné les examens, les tests, ils m'ont dit, on a vu la feuille blanche. Ils n'ont même pas arrivé à lire ce qui est écrit dessus. C'est une peur qui s'est transformée en surmenage. J'ai 2 situations. Il y a une jeune, le problème lui est arrivé au cours de l'examen du bac. Et donc, c'est moi qui s'est occupée d'elle parce qu'elle a déprimé, elle a rendu la feuille blanche et n'a pas eu la moyenne qu'elle souhaitait. Et par la suite, donc, elle a été suivie pendant 1 année par des psychologues parce que c'était une jeune qui était excellente, mais lors de la dernière matière, donc elle a eu cette peur-là, cette peur s'est transformée en surmenage, et même si les questions étaient là, elle m'a dit, je voyais la feuille blanche, il n'y avait rien d'écrit dessus. La même situation l'a connue une jeune que je connais, et c'est une jeune à la faculté de médecine, qui, quand elle a reçu la feuille de l'examen, elle n'a rien pu voir. Donc, c'est un surmenage. 5 minutes après, elle a donné la feuille, elle est sortie. Donc, la peur, il faut vraiment combattre cette peur. Moi, je donne l'examen parce que c'est le meilleur exemple pour vous et cette situation peut se réaliser aussi quand on est chef de projet, quand on est directeur, quand on veut passer un entretien, etc. Donc, le syndrome de l'imposteur, il se manifeste chez les gens qui fixent des objectifs trop élevés, chez les gens qui sont perfectionnistes. Donc, moi, j'ai toujours fixé un objectif que je peux réaliser parce que quand vous avez un projet, et d'ailleurs, c'est des cours que je fais en matière de gestion de projet, il faut toujours travailler le projet en fonction des moyens dont nous disposons. Si le projet demande des moyens humains, des compétences et
des moyens financiers, il faut que je mette tout sur la table, je fais les calculs et je m'engage sur la taille du projet et de l'objectif que je vais atteindre. Il ne faut jamais se dire que je vais réussir ça et je peux. Si vous faites au-delà de l'objectif petit que vous avez fixé, c'est une bonne chose. Si vous ne réussissez pas, il faut se le dire dès le début. Il faut donc prendre une leçon. Et je vous conseille là, tout à l'heure, je vais aller vous chercher un ouvrage que j'ai lu et relu plusieurs fois, qui s'appelle L'obstacle et le chemin. Et c'est un ouvrage où on liste beaucoup d'obstacles qui ont donné des leçons, parce que sans les obstacles, on ne peut pas apprendre dans la vie. Et la meilleure école, c'est l'école de la vie. Donc, il faut faire des erreurs. Et si des erreurs, on n'a pas pris de leçons, c'est qu'on n'a rien appris. Mais le perfectionniste n'existe pas. Donc, on peut réussir à 9 sur 10, 9,99 sur 10, mais à 100%, c'est pas possible. Dans tous les projets qui existent, il y a une petite marge peut-être que vous pouvez faire, parce que si l'objectif que vous allez fixer, vous êtes sûr que vous allez y arriver à 100%, tout dépend des situations, mais dans la majorité des cas, le perfectionniste n'existe pas. Et puis, autre chose, c'est que les gens qui ont ça, ils se prétendent être experts et ils se croient, ils doivent connaître tout. Donc, c'est le besoin de savoir tout ce qu'il y a autour de nous. Or que, moi, je travaille, c'est un slogan qui est en arabe, je ne sais pas s'il y a ceux qui sont ici présents, à part mon ami Zakaria, j'ai toujours dit aux étudiants, dans toujours la même séance, celui qui se croit tout savoir ne sait jamais rien. Parce qu'on apprend dans la vie. Et aujourd'hui, je suis sûre que je vais apprendre de vous lors du débat et je vais apprendre de mon collègue, le deuxième conférencier. Alors, quatrième sentiment ou quatrième caractéristique, le génie naturel. Donc, les gens ou c'est les porteurs de ce syndrome croient que la compétence, elle est innée et elle doit être là. Or que non. La compétence, nous la construisons depuis la cellule familiale jusqu'au stade où on est. Et la compétence, c'est pas quelque chose qui va être inné avec nous. D'accord? Alors, le soliste, c'est un sentiment qui se manifeste toujours chez le porteur de ce syndrome, qui est le refus de l'aide. Ce sont des gens qui refusent d'être aidés. Et là, je reviens à une chose, dans la majorité des recrutements, et d'ailleurs, moi je le fais quand je fais des recrutements pour les masters, la question que je pose et que j'attends toujours, c'est le travail en équipe. Et dans tous les masters que j'enseigne, puisque c'est des petites sections, si je ne sens pas qu'il y ait un travail d'équipe, vraiment, des fois, je suis vraiment catégorique, parce que c'est dans le travail d'équipe qu'on peut renforcer nos compétences. Parce que moi, j'ai toujours pris quelque chose dans ma main. Si, par exemple, je prends mon téléphone qui est là, je vous le montre, je vous demande de me le décrire. Il y a ceux qui vont décrire la forme. C'est un point de vue. Il y a ceux qui vont décrire la couleur. Il y a ceux qui vont décrire la marque. Et moi, je fais l'assemblage de tout ça et je vais trouver une richesse. Comme on dit, c'est dans cette diversité qu'on trouve la richesse. On peut ne pas s'entendre sur les visions et les points de vue parce que chacun est élevé dans un environnement particulier. Mais si je fais la sommation, je peux réussir. Et donc, ces gens-là, c'est des gens qui qui vivent seuls. C'est des gens qu'on dit qui sont donc des gens individualistes. Je vais revenir là-dessus parce que je voudrais évoquer une problématique de nos jours très, très importante, en particulier dans le contexte actuel. Alors, c'est des gens qui se croient être des super-héros, c'est-à-dire performants dans toutes les situations où ils se posent. Moi, je vous le dis, moi, c'est comme vous, des fois, quand on me demande si je sais quelque chose ou si je suis connaisseur de telle ou telle chose, je ne réponds pas non, je ne sais pas, parce que c'est pas bien, mais je dis ça, je ne connais pas, mais je vais essayer d'apprendre. Je vais chercher de quoi il s'agit.
D'accord? Donnez l'espoir à celui qui vous pose la question. Et ces définitions-là, ce sont des définitions qui ont été faites par la cofondatrice de l'Institut du syndrome de l'imposteur, docteur Valerie Young. Parce que j'ai pris ça de chez elle. Alors, les conséquences émotionnelles et les comportements. Parce que cette situation, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère donc des conséquences d'émotion. Et l'émotion, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne des Madame Zbika, excusez-moi de vous interrompre. S'il vous plaît, on ne voit pas la diapo. Oh Ça, là c'est là. encore... Oui, Oh là excusez-moi. là, oh là là. C'est pas grave, il faut me dire. Ah, ah là là. Oui. Écoutez, je vais arrêter le partage et je reprends, c'est bon? Je pense que là, c'est bon. Vous êtes au niveau des conséquences émotionnelles et comportementales, n'est-ce pas? Très bien, exact. Je vais Oui, faire c'est juste le plein écran. Alors, les conséquences émotionnelles et comportementales, quand vous avez une émotion, l'émotion, elle engendre un comportement. Par exemple, quand vous avez peur, vous tremblez ou vous allez rougir. Donc, c'est un comportement qui est né de l'émotion. Et donc, elle génère c'est la situation du syndrome de l'imposteur, elle génère un stress qui est généralement important et de la honte. On a peur, on se fait ridiculiser nous-mêmes et ces situations, des fois, elles mènent vers le surmenage professionnel ou estudiantin et à l'épuisement. Et c'est des situations qui se manifestent souvent quand on est dans des transitions professionnelles ou des promotions. Je m'explique. Moi, je connais des gens que quand on leur demande de changer de poste et qu'ils doivent passer un entretien, là, c'est comme si vous allez les casser. J'en ai connu beaucoup autour de moi. Quand vous leur dites, vous êtes dans cette situation-là, et donc le mois prochain, vous allez passer à cette étape-là, mais vous êtes obligé de faire un petit test ou un entretien. Eh bien, je ne vous cache pas la vérité, il y a des gens qui vraiment, c'est comme si vous les mettez, je ne sais pas où, ils tracassent, ils stressent. Et c'est des gens qui ont cette peur, je dirais, bien avant d'aller passer le test. Alors maintenant, je voudrais bien discuter des choses avec vous et j'espère que ça va faire l'objet du débat. D'où vient le syndrome de l'imposteur? Alors, j'ai mis une réponse comme ça, vous voyez? Oui, on voit. Le syndrome de l'imposteur, soit il a grandi avec vous, ça veut dire vous l'avez traîné depuis, parce que j'ai mis le mot environnement global, parce que là où vous êtes passé, donc vous avez eu une petite piqûre de compétences ou de peur ou d'autres. Donc je commence par la cellule familiale. Si vous êtes dans une famille qui vous encourage à chaque fois que vous faites quelque chose et qui vous conseille et qui vous éduque sur les projets, sur la réussite, pas sur l'échec. Parce que je m'explique, si vous avez des parents qui, à chaque fois, ils vous disent, écoutez, moi je le fais dans les cours sur la culture entrepreneuriale. Si vous voulez créer un projet ou une entreprise et que votre famille, c'est-à-dire vos parents, votre mari ou vos enfants vous disent, attention, tu ne vas pas réussir. Tu ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que vous allez mobiliser dans vos cerveaux? C'est la partie négative. Et cette peur, vous allez la traîner avec vous quand vous allez demander à vos amis, quand vous allez demander à votre entourage, à des conseillers, et même quand vous allez, si vous voulez avancer dans votre projet d'entreprise. Et donc, si à partir de votre famille, vous n'avez pas l'encouragement, et vous n'avez pas les conditions pour pouvoir bâtir et construire votre personnalité comme il se le doit, donc, moi, je dirais que votre personnalité peut être menacée. Alors, je reviens au contexte actuel. Vous savez que depuis les années 2000, nous assistons à une explosion du numérique, du digital, et nous vivons dans un monde où nous avons il n'y a pas une famille où il n'y a pas un smartphone. Même dans les milieux ruraux où vraiment le réseau n'est pas vraiment bien servi. Donc, tout le monde a son smartphone à côté de lui. Et vous savez que ça,
c'est devenu quelque chose, si vous l'oubliez, vous êtes obligé de revenir chez vous parce que vous avez besoin de l'information à tout moment et vous voulez répondre à tout instant à tout gens. Les smartphones, qu'est-ce qu'ils ont créé au sein de nos sociétés, des sociétés de nos jours? Ils ont renforcé ce que nous appelons l'individualisme. C'est-à-dire, avant, quand il n'y avait pas les smartphones, nous vivions entre frères et sœurs autour de la télé, on mangeait ensemble et avant d'aller dormir, donc on échangeait, on se racontait des histoires, etc. Il n'y a plus ça aujourd'hui. On ne voit plus ça. Vous montez dans les bus, tout le monde est connecté. Vous prenez le train, tout le monde est connecté. Or qu'avant, c'était pas comme ça. Les gens, il y avait cette chaleur humaine. Et l'individualisme, un des défauts de l'individualisme, c'est vraiment la naissance de ce syndrome où il inculque le syndrome de l'imposteur, c'est les gens. Parce que c'est des gens qui vivent dans le smartphone et particulièrement chez les jeunes. Chez les jeunes, quand je dis les jeunes, surtout les enfants. Parce que les enfants, ils deviennent solitaires, comme je l'avais dit tout à l'heure, et ils deviennent incompétents. Et il y a même d'autres troubles qui naissent, ce que j'appelle, moi, la déconcentration. La déconcentration que nous vivons dans les classes, surtout des écoles, elle est généralement née vraiment de l'utilisation ou de l'addiction au numérique. Deuxième chose, les amis. Donc, entourez-vous d'amis qui sont positifs. Essayez de l'être vous-même et tirez ceux qui vous tirent vers le côté négatif, vers tout ce qui est positif. Parce que il faut toujours voir les choses. Je vous dis, même dans les situations d'échec, dans les situations où vous avez des problèmes, essayez d'aller voir les gens qui vous boostent vers l'avant. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si de l'échec, je ne fais pas une leçon, je ne tire pas une leçon de la vie, c'est comme si je n'ai rien fait. Et donc, les amis, il faut les sélectionner. Si vous êtes entouré de gens ou d'amis qui ne réfléchissent que négatif, croyez-moi que vous allez être imprégné d'un esprit négatif et vous n'allez jamais pouvoir avancer et vous allez donc attraper le syndrome parce que le syndrome, comme on a dit tout à l'heure, il peut se manifester à tout moment. Et puis après, il y a autre chose, peut-être, mais je voudrais le dire aussi là, il ne faut jamais se comparer. Je l'avais dit tout à l'heure. Il ne faut jamais dire que X est plus compétent que moi ou Y. Il y a des journées où vous êtes plus compétent. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et ça, il faut se l'admettre. Il y a le côté de l'école. Alors, les écoles où les maîtres et les maîtresses ne travaillent pas sur la motivation, l'encouragement, moi je dirais qu'ils construisent des futurs, je dirais, personnes. Aujourd'hui, moi je travaille avec des écoles, il y a Zakaria qui sait où on a mené beaucoup d'actions dans une certaine école. Et donc, on a remarqué que quand vous donnez de l'espoir à des enfants, même quand ils commencent l'année, ils sont vraiment trop faibles, je dirais, en matière de savoir et de connaissance, c'est pas compétence, moi je l'appelle savoir et connaissance, et que vous les encouragez, vous revenez 2 mois après, vous allez voir que votre encouragement a donné des résultats. Donc, l'école, elle joue un rôle primordial. Et puis, j'ai mis situation particulière. Donc, peut-être vous étiez dans un groupe où vous avez débattu d'une thématique et vous vous êtes vu ridiculisé et ceci pourrait vous impacter. Ce sont des situations que vous devez admettre. Vraiment, dans toutes les situations que vous vivez, vous les analysez. Moi, je suis comme ça. Et pour pouvoir avoir, je dirais, dépassé le syndrome de l'imposteur, il y a 2 choses, ou plutôt 2 qualités que je cite souvent autour de moi. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec passion. Quand la passion, elle est présente, ça veut dire que ce que vous détenez comme projet, vous l'aimez, vous l'adorez et vous voulez le faire grandir. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous tenez. Si votre projet, c'est vraiment la réussite avec excellence dans vos cours ou votre parcours estudiantin, prenez-en soin.
Et comment je dois prendre soin? C'est ça le mystère de la réussite. Donc, il faut que je révise mes cours correctement, que je sois présente tout le temps, que je fasse un effort pour comprendre tous les modules, etc. Et donc, c'est un travail à faire. Et deuxième chose, en plus de la passion… Excusez-moi, madame. Oui. On peut garder le deuxième point. Le lien va expirer dans 4 minutes, je pense. Donc, c'est mieux pour que vous ne soyez pas… Voilà. Donc, on va aller sur le deuxième lien directement. Tout de suite là? Parce que moi, je termine là. Je termine. Parce que ça reste un truc de 3 à 4 minutes comme ça. Ben, parce que là, je voudrais dire… Ça peut suffire? Oui, je vais continuer. Quand ça s'arrête, je peux reprendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième chose, à côté de la passion, la passion, il y a la patience. Donc, ce sont deux qualités que je vous lance aujourd'hui. Donc, si vous êtes passionné et que vous avez la patience, vous devez travailler sur vous-même. Et pour avoir la patience, vous devez parler à vous-même. Vous devez vous connaître. Vous devez le faire, vous regarder en la glace et vous dire qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? À votre âge, faites une évaluation de temps en temps. Donc, je vous lance là deux qualités, donc la passion et la patience, et ce sont des situations que vous allez surmonter. Alors, vous êtes encore là? Oui, nous sommes là. Oui, alors les stratégies de défense ou les solutions, donc il faut documenter son succès. Quand vous réussissez, notez-le quelque part, prenez un bloc-notes. Moi, j'ai toujours un bloc-notes avec moi. Demandez à Zakaria qui m'accompagne. Dans mon sac, j'ai toujours un agenda. Je note ce que je fais comme positif et négatif. Du négatif, je tire une leçon et des succès, je continue à bâtir. Donc, je parle aux gens et je partage, d'où le travail de l'équipe. D'accord? Donc, il faut parler et partager. Il faut contrer les pensées limitantes. Toute personne qui essaie de vous limiter vos compétences, de banaliser ce que vous faites, essayez de leur montrer que vous êtes l'inverse de ce qu'ils pensent de vous. Acceptez l'imperfection. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On peut se tromper. Et l'erreur, elle est humaine. Et il faut le dire. Et il faut vraiment se faire accompagner. Donc, accompagnez-vous des gens qui sont sages. Moi, je le fais au sein de l'université. Quand j'ai un dossier qui me paraît un petit peu lourd, je vais voir que j'ai des conseillers qui sont des amis et donc qui sont dans différents départements et je leur pose la situation et après, je rentre chez moi et je rassemble leur retour et je prends la décision. Et puis après, il faut accepter les compliments parce que des fois, les gens qui sont porteurs du symptôme de l'imposteur, quand on leur fait des compliments, ils croient qu'on le leur fait juste pour leur faire plaisir, mais il faut les accepter. Mais le dernier conseil que je vous dis, il faut séparer les émotions des faits. Il faut vraiment, quand un fait arrive, il faut faire parler votre raison. La raison doit être présente. Il n'y a pas que l'émotion qui doit être présente. Parce que l'homme, par sa nature, il réfléchit et par la raison et par l'émotion, c'est-à-dire le cœur. Mais quand vous, dans des situations pareilles, vous faites d'abord le raisonnement par le cerveau, vous allez réussir et débattre là. Donc, je finis par ça. Si vous avez ressenti ce sentiment du syndrome de l'imposteur, ne vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas le seul. Et les statistiques montrent qu'entre 62 à 70% de la population aurait un jour douté de sa légitimité et de son succès. Parce que de temps en temps, vous vous dites, voilà, mais il faut faire des pauses et des évaluations. Excusez-moi, le lien va prendre fin dans quelques secondes. Allez, Donc, j'ai fini. J'ai fini. Ensuite, de l'autre côté. Donc, merci voilà. beaucoup. Et puis, envoyez-nous le deuxième lien. Oui, on va envoyer le deuxième lien dans tous les groupes. Et je reviendrai. Et donc, on va continuer. Merci beaucoup, Madame Selira, pour cet éclairage très riche. Et j'espère que vous avez pris note parce qu'il y avait plein d'informations vraiment. Nous voyons bien que le syndrome de l'imposteur ne naît pas par hasard, mais qu'il est souvent nourri par des normes, des attentes et des schémas profondément ancrés. Et que 25 à 30% des personnes très performantes en souffrent. Et par exemple, si nous sommes dans des situations gênantes, je pense que
garder le silence serait mieux. Il faut également être optimiste et ne pas être trop perfectionniste non plus. Donc, je pense que les solutions, c'était de faire tout ce qu'on fait avec passion et avec patience. Donc, garder les deux P, les deux P, donc passion et patience. Et à la fin, vous avez dit qu'il faut être fier de ce qu'on fait et moi, je rajoute il faut aussi célébrer ses réussites. À chaque fois qu'on réussit quelque chose, il faut en être fier, il faut célébrer, même si parfois vous pouvez vous offrir des petits cadeaux comme ça pour vous encourager. Je pense que ça peut le faire. Et le point le plus important, c'était de séparer les émotions des faits. Ça, c'était la fin. Et madame, vous avez dit que vous nous avez proposé un ouvrage qui était L'obstacle et le chemin, mais vous n'aviez pas dit l'auteur. Votre micro est éteint. Ah oui, oui, je vais vous le montrer là tout de suite. D'accord, merci. Je pense qu'on va continuer à Ah, d'accord. Votre micro est toujours éteint. Ah, D'accord. L'ouvrage, c'est Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin. Il est excellent. Vous le lisez autant de fois. À chaque fois que vous lisez, vous en tirez des leçons. Et des leçons dans ce sens-là, dans le sens de vraiment comment, d'ailleurs c'est écrit dans l'obstacle et le chemin, de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Et donc, il existe aussi en format téléchargeable. Moi, je peux vous le mettre dans le groupe et vous le partager. Je vais essayer de le chercher parce que je l'avais téléchargé. Et si je le trouve, je vous le mettrai dans le groupe. Vous le lisez d'une numérique, mais sinon, si vous pouvez l'avoir sous forme de papier, moi, je voyage avec parce qu'à chaque fois, j'apprends des choses parce que en le lisant la première fois et en se concentrant sur des situations, quand vous reviendrez à la situation, vous voyez des fois d'autres informations qui pourront donc vous intéresser. Donc voilà, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et il y a beaucoup de choses à dire dans un monde où beaucoup de choses ont changé, nos comportements, notre façon de vivre, notre façon de se côtoyer, nos façons de travailler, etc. Donc, d'autres syndromes pourront paraître. Et donc, sans tarder, je laisserai mon collègue, mon ami, continuer sa présentation. Et puis, on va débattre tout à l'heure si le temps nous le permet. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie encore et on va sûrement revenir vers vous pendant la phase des questions-réponses. Et bien sûr, tout à l'heure, vous avez également parlé de l'erreur. Parfois, on commet des erreurs, on doute de nous. Et là, une autre question centrale se pose alors. Comment notre rapport à l'erreur et à la chance influence-t-il notre sentiment de légitimité? Donc, notre deuxième intervenant va justement nous inviter à réfléchir à ces notions-là. L'erreur et la chance sont souvent vues comme des excuses, soit comme des freins à l'excellence. Donc, sont-elles réellement des leviers de progression ou au contraire des mythes qui alimentent le doute et l'autoblocage? Donc, Monsieur Mohamed Rachid, vous avez la parole. Merci beaucoup, jeunes gens, et merci, Zulekha, pour cet éminent exposé. Vous allez me laisser bouche bée, là. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais c'est toujours un plaisir de t'écouter, toujours un plaisir de partager aussi avec toi, même dans très peu d'occasions, mais j'ai toujours été ravi de vous en tant que voisine et en tant que professeur aussi, collaboratrice. Vous êtes très dynamique, vous avez beaucoup d'activités, que ce soit scientifique, que ce soit associative, que ce soit politique aussi.
Et ça, j'apprécie chez une femme quand même. J'apprécie beaucoup et je respecte beaucoup chez une femme. Donc, moi, Merci beaucoup, cher ami. c'est moi. Moi, je vais focaliser en fait sur des termes qui sont revenus et qui me paraissent, ils font un peu l'apanage de cet état, on va dire, de syndrome d'imposteur. Moi, déjà, en termes linguistiques, imposteur, être imposteur et se considérer imposteur, c'est pas bien. Déjà, c'est pas bien dans la nature humaine. Parce que si on est imposteur, ça veut dire qu'on est tricheur. Ça veut dire qu'on veut faire du mal à l'autre. Alors, comment puis-je me considérer comme étant imposteur alors que moi, je travaille, je fais de la recherche, etc. Et je vais me considérer comme étant un imposteur et avancer. Ça ne peut pas se faire, c'est contradictoire. Donc, dans la réalité, et en matière de communication, je suis aussi professeur de communication, j'apprécie énormément parce que j'apprends énormément aussi sur cet aspect. J'ai fait du coaching et on m'a appris quand même à dépasser mes limites, à dépasser mes craintes et mes complexes. Comment? En étant tout simplement authentique. C'est toute la différence d'imposteur. Être authentique, qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Moi, je ne vais pas traiter du syndrome d'imposteur, mais plutôt de la qualité d'être quelqu'un d'authentique. À mon sens, celui qui a ce sentiment et ce syndrome d'imposteur, en revenant aux deux thématiques que j'ai proposées, à savoir la chance et l'erreur, il considère que 100% de sa réussite, elle est due uniquement à la chance et pas à ses compétences. Déjà, voilà un manque de confiance en soi qui est énorme. Concernant l'erreur, quand il fait une erreur, qu'est-ce que ça fait pour lui? Il se dit, voilà, c'est ce que je me disais, donc je ne suis pas à la hauteur. J'ai fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'il travaille plus fort, qu'il travaille plus longtemps, qu'il se fatigue, qu'il trime à travailler et à vouloir être parfait. Et moi, je sais que en tant qu'être humain, en tant que personne équilibrée, qui peut se prétendre être parfait dans ce bas monde? Personne. Donc, la chance et l'erreur sont-ils des moyens d'émancipation et d'évolution, ou bien c'est des formes on va dire, de défaite, de désolation et de perte? Alors là, je partage avec vous un peu ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Pour vous dire une chose, que moi, quand j'étais petit, en fait, je ne me rappelle pas avoir eu peur de quelque chose, même du noir. Donc, à ma connaissance, parce que je me rappelle jusqu'à l'âge de 4 ans, et je ne me suis jamais rappelé que dans un moment ou un autre, j'ai eu peur. Et là, quand je reviens sur mon histoire d'enfant, je me rappelle une fois que j'avais 9 ou 10 ans. Et j'ai décidé avec mes voisins, mes amis, d'aller pique-niquer, d'aller faire un pique-nique. Et imaginez un peu le lieu du pique-nique. Le lieu du pique-nique, c'était une montagne. Tout simplement une montagne qui faisait à peu près 1400 mètres ou 1500 mètres. Pourquoi? Comme ça. On s'est proposé d'y aller. Et ce qui m'étonne, comme l'a dit Madame Zoulikha, c'est que dans tout ça, il y a les parents. Ce qui m'étonne toujours, c'est que quand je l'ai dit à mes parents, j'avais 9 ans, 10 ans. Maman m'a préparé mon casse-croûte. Il m'a donné des allumettes pour faire le feu. Il m'a donné du sel, du poivre
des tomates et des œufs. Il m'a dit, vas-y avec tes amis. Et on est monté au sommet de la montagne, on était 3. Moi, un ami et un autre ami qui est décédé, que Dieu ait son âme. Et on est monté, 9 ans, 10 ans. Hein. On est monté, et le pire, c'est qu'on est monté par le flanc. On n'a pas suivi une piste, mais on est monté par le flanc. Alors le flanc, il y avait des zones assez abruptes, et on s'agrippait. Et quand on est arrivé au sommet, on avait les mains tout ensanglantées. Et on a été poursuivis par des chiens et tout. On a essayé de nous défendre avec des pierres. Et on est arrivé, on est redescendu de l'autre côté, on est parti dans une grotte. Dans une grotte, en fait, où on a préparé à manger. On a cherché le bois et on a préparé à manger. On a mangé, on a passé une belle journée et on est revenu le soir, en fait, vers le coup de 18 heures. Alors, on est parti vers le coup de 7 heures, 8 heures du matin. Et on a trouvé nos parents tout heureux. Alors, comment ça s'est passé, etc. Donc, moi, je dis que faire quelque chose, quand on est authentique, ça nous ouvre le champ d'action et ça nous enlève les chaînes, en fait. Quand on est authentique, on s'enlève des chaînes parce que ces chaînes, ils sont dans nos esprits, tout simplement. J'ai peur parce que j'y arriverai pas. Alors les gens, si je réussissais, s'il vous plaît, le son, s'il vous plaît. Celui qui gère la plateforme. Voilà. Veuillez couper le son, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, d'une part. Et je reviendrai pourquoi je dis ça en relation avec la chance et avec l'erreur. Alors, l'erreur. J'ai entendu mon ami Zulekha qui disait que moi, il m'arrive que quand je n'ai pas de réponse, je ne réponds pas. Ça, c'est une bonne attitude, oui. Mais moi, tout à l'opposé, qu'est-ce que je fais quand je suis dans une situation pareille? Je reviendrai aux étudiants et comment je leur conseille comment faire, etc. Mais moi, personnellement, quand je suis dans une situation pareille et qu'on me demande des choses ou qu'on me pointe du doigt sur un aspect, etc., tu sais, mon ami, si je ne sais pas, je répondrai, je ne sais pas, je suis désolé. Je veux pas dire de bêtises, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais bien apprendre parce que on ne finit pas et on n'arrête pas d'apprendre. Donc, voilà un peu l'attitude que je conseille à vous, jeunes de demain, que soyez quand même sûrs que ce que vous allez faire dans la vie entière, personnelle ou professionnelle, vous ne serez jamais parfait. Vous ne le serez jamais parfait. Si ce n'est pas par votre propre travail, ça sera par l'appréciation des autres. Il y aura toujours quelqu'un qui dira « Ouais, mais c'est pas bon tout ça, c'est mauvais. Moi, j'aurais fait comme ça. Moi, j'aurais pu améliorer comme ça, etc. » Et vous ne pouvez jamais faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est une attitude qu'il faut avoir. Que ce soit votre professeur, que ce soit votre ami, que ce soit vos parents, etc. Vous ne serez jamais à 100% infaillible. Parce que vous êtes des êtres humains, tout simplement. Alors ça, concernant la crainte de faire des erreurs. Alors l'erreur, c'est quoi l'erreur? L'erreur, en fait. Moi, je dis toujours à mes étudiants, vous savez, celui qui ne fait jamais d'erreur, vous voulez que je vous le dise? C'est celui qui ne fait rien. Absolument. Absolument. C'est celui qui ne fait jamais rien. Il ne peut pas faire d'erreur, puisqu'il ne fait jamais rien. Mais celui qui fait des erreurs, c'est celui qui avance et qui apprend par le biais de ses erreurs, par l'amélioration et la rectification de ses erreurs et par la meilleure solution qu'il va trouver. Donc voilà, l'erreur pour moi n'a jamais constitué un handicap. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie et ça m'a appris tellement de choses. Et ce qui est mal, c'est de refaire la même erreur. Mais de faire une erreur, la rectifier, s'en excuser
auprès de l'autre ou auprès de tout le monde, il n'y a pas de mal à ça. Ça apprend, ça forge la personnalité, ça forge la qualité de la personne, ça forge son humanité. Et moi, je dis toujours, j'ai essayé d'expliquer une fois à mes étudiants, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle l'archer. L'archer, c'est celui qui tire avec un arc et des flèches. Et en fait, j'ai identifié en fait l'erreur à ces tentatives de ce chasseur qui essaie de chasser son gibier. Et comment un chasseur devient si performant et si efficace qu'un autre? Ben, tout simplement parce qu'il a fait tellement de tentatives qu'il est arrivé à choisir le bon arc, à choisir le meilleur étirement de son arc, à choisir les meilleures flèches, aiguisées et bien rodées, mais aussi à tirer la première fois et rater sa cible, à tirer la deuxième fois et rater sa cible. Et il va se dire pourquoi. Peut-être c'est le son de la corde que l'animal entend et s'enfuit. Peut-être c'est le vent. Donc si je tire dans un saut et qu'il y a un vent, peut-être que la flèche va être déviée. Donc il fait à force de répéter, à force de forger, on devient forgeron, n'est-ce pas? À force de répéter ces actions, mais est-ce qu'il se diminue de son objectif, celui de toucher sa cible? Non, il s'accroche, il veut toucher sa cible. Donc, quitte à la rater 100 fois, mais à la 101e, ça y est, il a pris. Il fait son doigt comme ça, l'air, il souffle à droite, à gauche, donc je vais me mettre à gauche, je vais me mettre dans cette position, etc., etc. Et il va avoir une meilleure et un meilleur tir. Donc, l'erreur, ça forge, ça construit la personne. Et je sais que pour vous, étudiants, parfois vous vous trouvez dans des situations d'examen, comme a dit mon ami Zulikha. Voilà, donc vous avez peur d'avoir une mauvaise note, etc. Ben non, là, il ne faut pas que ça justifie aussi l'erreur. Non, je prépare, je révise, je demande, etc. Et je vais à l'examen. Pardon. Du moment que j'ai fait tout ça, pourquoi avoir peur? Si j'ai raté quelque chose, ben je rectifierai après. Mais ça m'apprendra à mieux me concentrer, à ne pas, comment dirais-je, stresser et à maîtriser mon stress. Donc ça pour l'erreur. Alors concernant la chance, moi dans ma vie, parce que je vous raconte moi l'expérience de vie que j'ai eue, que j'ai rencontrée aussi, c'est que la chance, pour moi, je considère que la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Pourquoi? Parce que supposons que nous avons deux personnes et que ces deux personnes ont obtenu leur diplôme. OK? Et que les mêmes diplômes, la même note, la même appréciation, etc. Mais que cette personne, elle a cherché un travail et l'autre, il a fait pareil. Cette personne a voulu trouver quand même un stage avant d'aller chercher son travail. Ben, il l'a fait. Il a trouvé un stage. Alors, comment il a fait? Ben, tout simplement en écrivant, c'est vrai. En faisant des demandes, c'est vrai. Mais il avait aussi dans son répertoire des connaissances. Il connaissait des gens. Il a rencontré des gens. Il a construit un networking tout autour de lui qui lui permet de demander, ne serait-ce que l'information. Parce que demain, l'économie de demain, c'est l'économie du savoir et l'économie de l'information. Donc lui, il connaît des personnes, il connaît Madame Irzi, il connaît Monsieur Mahfoudi, il va lui dire, bah, écoutez, moi je cherche un stage, est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Voilà ce que j'ai fait, voilà mon CV, alors comment je dois faire? Je vais lui dire, voilà. Et si ils font, oui monsieur, j'ai déposé, mais ils ont un entretien. Alors comment je dois faire? Ben voilà comment tu vas faire, comment tu vas. Donc, et à la fin, on retrouve ce monsieur qui a le même diplôme, qui a été embauché, recruté en stage, et l'autre non. Ben pourquoi l'autre non? Parce que l'autre, il se dit toujours que, voilà, donc moi je ne vais pas aller chercher les personnes et leur demander. Ils sont plus vieux que moi, ils sont plus formés que moi, etc. Donc moi je garde quand même, je me bats tout seul comme un grand, etc. Ben, il ne trouvera jamais de stage.
Et moi, ce que j'appelle la chance, ben, c'est ça. C'est de constituer autour de soi, quand même. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est que tout ce que je fais, c'est parce que c'est les autres et c'est pas moi. Mais moi, qu'est-ce que je dis concernant cette sensation? Moi, je ne pourrais jamais faire tout ce que j'ai fait dans ma vie personnelle ou professionnelle sans l'aide des autres. Moi, je l'accepte. Je ne le prends pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, je dis toujours que quand on travaille dans le cadre d'une intelligence individuelle, pure et dure, on ne va pas très loin. Mais quand on travaille dans le cadre d'une intelligence collective, moi, je sais peu de choses. Toi, tu sais un peu plus. Et toi, tu sais un peu plus. Ben, ça constitue quand même un esprit d'équipe, un esprit collaboratif et un esprit de partage. Donc, on peut atteindre plusieurs choses. Et vous savez, j'ai fait une expérience une fois. C'est que moi, mes étudiants, je ne leur fais jamais un examen et un concours ou une évaluation individuelle. Je leur dis toujours, choisissez 2 ou 3 et travaillez ensemble pour répondre à une même question. Alors quelqu'un va me dire, ouais, mais bon, ils vont copier, l'autre il ne sait pas, il n'a rien préparé, c'est l'autre qui a préparé. Et je leur dis, ben écoutez, si vous avez une mauvaise note, c'est tous les 3 que vous allez avoir la même note. Alors comment j'explique ça? J'explique ça que moi, par exemple, je suis très fort en maths. Et moi, je suis moyen. Mais moi, en géométrie, oh là, je suis un casseur. Ben, je leur donne la note. Celui qui maîtrise les maths, il va résoudre les équations mathématiques. Celui qui connaît la géométrie descriptive, il va résoudre. Mais à la fin, on se retrouve avec 3 personnes qui savent tous les 3 résoudre tous les problèmes. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout le monde a appris. Et n'est-ce pas là l'objectif de tout enseignement et toute formation? C'est que toutes les personnes doivent apprendre la même chose et arriver au même niveau. Ben, ils vont apprendre l'un de l'autre. Moi, je sais beaucoup plus. Toi, dans un domaine, l'autre dans un domaine. Ben, complétons le tout. Notre savoir sera le même et collectif. Donc ça, c'est à peu près les éléments que j'appellerais moi les éléments de la chance, qui dans la réalité n'existent pas, mais c'est des opportunités qu'il faut saisir dans la vie. Et pourquoi il faut les saisir? Parce que c'est des éléments d'évolution et de développement. Si j'ai une question à demander, à vouloir demander à quelqu'un, pourquoi avoir peur de ne pas le faire? Ben, je demande. Il y a 2 choses. Soit la personne accepte et me répond, soit en fin de compte, il refuse, il ne me répond pas. En fin de compte, je serais gagné, j'ai une probabilité de 50-50. Mais dans la plupart des cas, en matière de savoir, de connaissance, l'interlocuteur, il répond au contraire. Donc, il faut le faire. Donc, voilà moi comment je vois un peu, parce que dans ma vie personnelle et professionnelle, j'ai rencontré des situations comme ça, et moi j'ai toujours considéré que la chance n'a jamais été comme élément que je cherche pour promouvoir ma carrière, etc. Mais au contraire, c'est des opportunités. C'est un networking qui est très complet, qui est très varié, etc. Et ça me permet d'avancer de ma carrière. Et à chaque opportunité qui se présente, je ne réfléchis pas de la manière « est-ce que je peux la faire? Est-ce que j'ai les connaissances ?» Non, messieurs, dames. Non, chers jeunes étudiants. Maintenant, ce que vous avez comme opportunité d'apprentissage, mais c'est monstrueux ce que vous avez entre les mains. Moi, quand je fais la formation, comme l'a dit Madame Hirsi, je leur dis, ben, écoutez, je suis votre professeur en communication, je suis votre professeur en AutoCAD, je suis votre professeur en matériaux de construction, en psychologie de l'espace, mais je leur donne des éléments de recherche. Ils vont rechercher, et vous savez à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je reviens en arrière, je leur dis, ben, écoutez, bravo, l'élève a dépassé le maître. C'est aussi simple que ça.
Et je l'accepte de tout cœur. Parce que les opportunités que vous avez d'apprentissage maintenant n'ont jamais été pour nous aussi simples. Donc moi, pour chercher une information, quand je faisais mes études d'architecture, je devais me déplacer de Rabat à Casablanca pour aller dans une bibliothèque où je devais faire une demande pour avoir à sortir un livre et en faire une copie à l'extérieur et le faire revenir à la bibliothèque dans 1 heure ou 2 heures. Alors que maintenant, quand je m'amuse à faire avec mon 2e numéro des recherches, c'est fou. C'est fou ce que rien que Gemini me donne comme information. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai dépassé l'âge, mais j'imagine pour vous demain, ce que vous avez en main, c'est de vraies bombes de connaissances et de savoir. Donc, les opportunités, elles sont là. Les chances, les vraies chances, vous les avez à portée de la main. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Vous l'avez à portée de la main dans vos smartphones, dans vos tablettes, dans vos ordinateurs, etc. Et l'erreur, s'il vous plaît, et je terminerai avec ça, et j'attendrai vos questions. Faites des erreurs. Faites plein d'erreurs. Mais tirez-en les enseignements qu'il faut. Voilà, pour ne pas trop dépasser les 10 minutes qui m'ont été allouées. Je vous dis merci beaucoup, j'attendrai vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Et pour ceux qui ont levé la main, ne vous inquiétez pas, on va vous accorder la parole. En tout cas, nous, on comprend que déjà, faisons des erreurs. Faisons beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Et on comprend que l'erreur n'est pas une preuve d'incompétence, mais plutôt un levier d'apprentissage et que la chance, même si monsieur a dit que la chance n'existe pas, quand même, la chance ne suffit jamais à expliquer une réussite. Et donc, il faut rester authentique. On n'est jamais parfait. Il faut rectifier ce qu'on rate. Et la chance, c'est plutôt de réunir les conditions et surtout de saisir les opportunités. Le syndrome de l'imposteur se nourrit souvent plutôt de ses fausses croyances, alors que la progression repose avant tout sur la préparation et l'action. Donc, préparation et action. Il faut aussi concilier la performance et l'humilité, et ambition et apprentissage continu. Je pense que j'ai un peu fait le tour de l'intervention de M. Mahfoudi. Donc, nous allons maintenant ouvrir un temps d'échange pour vos différentes questions. Donc, veuillez, s'il vous plaît, lever la main afin qu'on puisse vous attribuer la parole. Je pense qu'il y a également des questions dans le chat. On va essayer de commencer par les questions là. S'il vous plaît, avant de passer donc à la phase questions-réponses, j'ai une petite annonce à faire. Donc, d'abord, merci beaucoup à nos 2 intervenants pour cette très belle, disons, performance. Vraiment, c'était excellent. Donc, juste une annonce de quelqu'un de la communauté et qui est également présent dans ce webinaire. Pour des soucis d'échange de liens à chaque fois, donc il nous offre un abonnement premium de Google Meet pour nos prochains webinaires. Donc, on le remercie vraiment. Merci beaucoup. Toute la communauté leadership et spécialement le comité leadership chemin d'excellence vous remercie. Et voilà, merci beaucoup. Vous pouvez continuer. En tout cas, merci infiniment pour cette générosité. Alors, je vais commencer par vous lire les questions qui sont dans le chat. Donc, en attendant, ceux qui les ai. Oui. D'accord. Donc, il y a une question à laquelle vous voulez répondre. Il y a Farid Hamani qui souhaite partager l'ouvrage de L'obstacle et le chemin. Merci beaucoup pour le partage. Il le met dans le groupe et puis vous partagez ça entre vous. Et puis, la deuxième remarque ou ce qui a été écrit comme question, comment gérer le syndrome de l'imposteur quand on est leader d'un réseau d'entraide ou d'une association avec des gens qui sont plus expérimentés que nous? Eh bien, moi, la solution est facile. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs organisations où les leaders sont des personnalités. Et écoutez, vous devez montrer vos compétences. Et je pense que quand on travaille dans un réseau, peu importe lequel, la première chose sur laquelle il faut travailler, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'esprit d'équipe, de partage
Et le travail ne se fait pas d'une manière comme ça, verticale. Il se fait horizontal. Quand vous êtes dans un groupe, même si vous êtes responsable, le vrai leader, c'est le leader qui travaille d'une manière horizontale. C'est pas le chef, leader au sens du chef, n'est-ce pas, mon collègue, c'est Mahfoudi. Et puis, si la chance vous est donnée de mener un groupe où vous avez des gens plus expérimentés que vous devez prendre d'eux des leçons et apprendre comment est-ce qu'ils ont pu se doter des compétences dont ils disposent en matière, dans le domaine dans lequel vous êtes intégré. Mais ça ne doit pas vous gêner. Moi, je travaille dans des organisations où les leaders sont mes ex-étudiants et ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas. D'ailleurs, j'ai une conférence mardi prochain. C'est une de mes ex-étudiantes qui est enseignante, qui m'a impliquée dans un congrès, dans une rencontre, une journée, la semaine prochaine, et ça ne me gêne pas. Je vais faire de mon mieux, parce que peut-être elle a acquis des connaissances que moi je ne possède pas. Pour ne pas dire qu'elle est plus compétente que moi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi la notion de compétence n'a pas de règle. Donc, chacun est compétent dans son domaine, chacun il essaie de construire sa personnalité. Il y a deux choses que j'ai appris de mon collègue, c'est qu'il faut toujours saisir l'opportunité. Si vous avez une opportunité, comme l'a dit le professeur Mahfoudi, qui s'offre à vous et que vous êtes entouré de personnes leaders, profitez-en, ils vont vous aider. Il faut pas, parce que c'est ce sentiment de complexe d'infériorité qui va vous déranger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme, il réfléchit par la raison et par le cœur. Donc, il y a des situations, je vous mets dans des situations. Quand moi, je suis en classe devant des étudiants, dans toutes les situations, j'avance la raison par rapport au cœur. Parce que je ne les connais pas, je ne les ai pas. Ceux qui sont devant moi, c'est des étudiants qui sont venus d'un peu partout. Donc, c'est plutôt la raison qui domine. Mais quand je suis avec mes enfants, c'est l'inverse. Et des fois, les parents doivent prioriser la raison s'ils veulent éduquer correctement leurs enfants. Parce que des défaillances dans les sociétés familiales viennent du fait qu'on favorise, si vous voulez, la réflexion par le cœur que par la raison. Mais dans des situations, il faut se dire, ça va me faire mal d'empêcher mon enfant de faire ça ou ça, mais je lui fais ça pour son bien. Je vais le priver de ça parce que ce que je vais, par exemple, offrir à un enfant un portable, d'ailleurs cet après-midi, je suis allée dans une institution parce qu'il y a une maman qui a un enfant de 8 ans qui est addict au téléphone et qui a demandé à la directrice d'empêcher son enfant d'utiliser le portable. Sa maman ne peut pas le faire parce que quand elle le voit pleurer, ça lui fait mal. Je suis allée le chercher, malheureusement, je l'ai trouvé qu'il était déjà parti, parce que je suis partie en retard. C'est juste pour vous dire que dans des situations, il faut vraiment qu'on réfléchisse avec la raison et on apprend dans la vie, même si vous allez commencer une expérience qui est nouvelle pour vous, vous devez vous dire, je vais commencer de zéro, mais je vais aller comme ça, en montant dans la gestion et j'apprends et vous partagez, vous communiquez. C'est ceux qui ne communiquent pas, c'est ceux qui ne partagent pas, c'est ceux qui se voient inférieurs qui ont le syndrome. Il ne faut jamais vous comparer à des personnes qui ont de l'expérience. Donc, oui. Si tu permets, oui. tu as titillé un peu ma mémoire. Et vous savez, quand on a voulu m'attribuer le chargé de mission, et là tu vas me comprendre, le chargé de mission pour la création d'une école supérieure en ingénierie logistique. Alors, dans le cadre d'une convention où il y avait le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'équipement, il y a Tangemed, il y a l'ONCF, il y a l'école Hassania, il y a l'école polytechnique de Paris, etc. Et quand la responsable des ressources humaines m'a appelé, je me rappelle, c'était un mois d'août, et en fait, moi, j'étais tranquille dans mon petit coin. Je faisais mon directeur de l'ISTP, etc. Et il m'appelle, il me dit, voilà, écoutez, monsieur Mahfoudi, on aimerait bien vous proposer une mission.
Et c'était le ramadan, je pense que c'était juillet ou un truc. Je lui dis, écoutez, c'est le ramadan, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une mission maintenant? Laissez jusqu'à Hada. Katli, non, 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 pas une mission pour venir à Rabat, mais une mission, voilà, chargée de mission. Vous savez qu'est-ce que je lui ai répondu? Oui, il a marqué la semaine. Alors, je traduis là-bas. Si ça ne me tue pas, ça me rendra plus fort. De quoi il s'agit? Créer une école. Mais moi, je ne suis pas un professeur universitaire. Mais je n'ai pas la compétence pour monter un cahier des normes pédagogiques. La CNASES, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais été à l'intérieur. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je sais que toute personne, aussi forte soit-elle et aussi compétente soit-elle, il a commencé par le début. Il ne savait rien au début. Moi, je n'ai jamais été architecte. Je l'ai été par ce que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait mes études. Je n'ai jamais été directeur, mais parce qu'on m'a nommé directeur que je le suis devenu. Donc, du coup, il ne faut pas avoir peur de prendre en charge une mission, même si vous n'avez pas toutes les compétences. Et vous savez, je me suis entouré par qui? J'étais le chef de file et on m'a demandé, j'ai proposé de créer une commission. Alors, j'ai créé une commission qui s'appelle ESIL, École supérieure d'ingénierie logistique, qui était composée, s'il vous plaît, par qui? Le directeur de l'école Hassania, des directeurs dans l'AMDL, l'Agence marocaine de développement logistique, des directeurs de département, des responsables, de hauts responsables. Et ils étaient avec moi. Donc, c'est moi qui menais la mission, mais j'étais tellement heureux de travailler avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris tellement de choses. Donc voilà à peu près. Hein, donc, il faut pas avoir peur. Il faut avoir cet esprit de vouloir apprendre. Et puis, il y a une chose que je vous conseille de faire, c'est quand vous êtes responsable, il faut se dire en tête que moi, je suis coordonnateur et la coordination est une discipline en sciences de gestion. Donc, un leader qui coordonne entre son équipe, il peut aller loin. Il peut aller loin. Et j'ai été, moi aussi, comme toi, dans des situations pareilles. Et je me suis engagée, mais j'ai cherché. Je me suis formée et je ne me suis jamais dite que je ne peux pas être au niveau. Il faut vraiment fixer l'objectif positif. Et il y a une question qui me vient là, la deuxième question, elle est un peu longue, mais je vais essayer de résumer. C'est quelqu'un qui dit que c'est une remarque que le syndrome de l'imposteur, il touche particulièrement les personnes performantes et exigeantes. Quelqu'un qui est performant et exigeant, c'est un malade. Il ne faut pas l'être. Moi, je vous dis, il faut vraiment aller dans la vie d'une manière... c'est vrai, il faut se projeter parce que avec des objectifs, mais de temps en temps, il faut faire une pause et s'auto-évaluer pour pouvoir avancer. Mais être trop exigeant, être très performant, ça vous rendra malade. C'est comme quelqu'un qui est performant et exigeant, moi je le dis en arabe, c'est quelqu'un qui est toujours le cou comme ça. Et essayez de rester comme ça pendant une demi-heure, vous allez voir que vous allez avoir mal à la nuque et à la tête aussi. Donc, il faut vraiment regarder droit, fixer un objectif et aller droit. Et je vais vous dire une chose, il ne faut jamais regarder les nuisances qui sont autour de vous. Ceux qui ont ma page Facebook, allez voir sur ma page Facebook, j'ai mis autour de mes photos, moi les nuisances ne me dérangent pas. Donc il ne faut jamais regarder les nuisances autour de vous. Et là, je vous invite, si vous ne connaissez pas l'histoire de la grenouille sourde, allez la lire avant de dormir ce soir ou regardez-la sur YouTube, la grenouille sourde. C'est une belle leçon pour que vous puissiez lutter contre ce... Vous la connaissez, Abdoul? Vous la connaissez? Ben, si vous la connaissez, donc ceux qui ne connaissent pas cette histoire, allez la voir, mettez l'histoire de la grenouille sourde et vous allez apprendre beaucoup de choses en plus de ce qu'on a débattu. Et puis le doute. Comment comparer le doute chronique d'un doute qui est sain? On a tous des doutes, hein? Mais il faut vraiment dépasser le doute. Et comment? Je vous le dis,
je le fais en cours à mes étudiants. Il faut se connaître. Il faut, comme je vous ai dit, quand vous allez vous engager dans un projet, il faut vraiment décrire le projet, voir les activités que vous allez faire pour pouvoir réussir le projet et vous allez dire voilà. Donc, vous regardez en glace, vous prenez un papier et vous notez par rapport à ce projet, moi j'ai ça, j'ai l'art de l'écoute, j'ai l'esprit de la coordination, je peux être un leader, j'ai ça et j'ai ça. Qu'est-ce qui me manque? Parce qu'il y a des choses qui peuvent… Et si vous n'arrivez pas à vous identifier, à vous connaître, allez voir vos amis proches qui vous conseillent et dites-leur comment vous me voyez dans cette situation. Ils vous diront. Parce que des fois, vos amis qui sont tout le temps avec vous peuvent vous dire des choses sur vous que vous ne connaissez pas, vos qualités et vos défauts. Je le fais, c'est un exercice que j'ai fait cette année à mes étudiants. Donc, je fais sortir un des deux, je lui demande, ou je lui demande si c'est une étudiante, dis-moi 3 qualités de ta copine, dis-moi 3 défauts. Et quand l'autre, elle entre, je lui dis, dis-moi 3 de tes qualités, 3 de tes défauts. Des fois, elle ne connaît pas parfaitement bien ses défauts ni ses qualités. Et donc, et je fais l'assemblage et puis après, on identifie la personne, comment est-ce qu'elle est. Et donc, le doute sain, c'est un doute que vous devez dépasser en fixant un objectif de réussite. Aller vers la réussite, même si vous avez l'échec. Donc, moi, je reviens à une chose. Quand on veut fabriquer un produit, un portable, une voiture, ne croyez pas que la chaîne de conception du produit, elle est linéaire. Pour faire une voiture, pour faire un téléphone et tout, dans la phase de conception, il y a ce qu'on appelle go, no go. Donc, on peut par exemple faire la conception du modèle d'une manière numérique et quand on va voir les personnes qui vont nous faire les matériaux, on est obligé de revenir à la conception et leur dire attention, la courbure que vous avez proposée pour le capot de la voiture ne marche pas. Et donc, vous voyez, donc il y a le go ou no go, et c'est comme ça que vous devez prendre les choses dans la vie. Donc, je vais voir s'il n'y a pas… Voilà. Non. Je ne pense pas qu'il y ait des questions, sauf si mon collègue voudrait ajouter. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions orales. Et si j'ai répondu à si, il y a Ismaël qui a levé la main. D'accord. Donc, on va associer un peu la partie questions à ceux qui ont levé la main. On va les écouter aussi. Il faut qu'ils contribuent, il faut qu'ils participent. Oui, donc il y avait 2 questions principales, donc j'ai essayé de répondre. Si tu as quelque chose à rajouter, tu la rajoutes. Sinon, on écoute ceux qui ont levé les mains. Pour moi, c'est bon. Bonsoir. Déjà, merci pour la séance. Elle était parfaite et elle était bien. Du coup, j'avais une question pour M. Mohamed. Il y avait un passage où vous disiez, puisqu'il était impossible de plaire à tout le monde et qu'il y aura toujours des critiques, en fait, je voulais savoir, du coup, comment déterminez-vous quelle critique mérite-t-elle une amélioration de votre travail et laquelle doit être corrigée? Voilà, merci. Merci pour la question. Ben, écoutez, vous savez, les critiques, il y en a tellement que quelqu'un vient vous dire que vous n'êtes pas beau. Alors, allez-y, essayez de justifier. Vous savez, les critiques, il y a de tout. Il y a des critiques qui sont objectives et les critiques objectives, ben, on les accepte. Moi, je suis d'un tempérament calme ou d'un tempérament nerveux. C'est des critiques qui peuvent être réelles. Quand on est authentique, on les reconnaît. Parce que, comme a dit madame tout à l'heure, c'est très difficile quand on a quelqu'un en face de nous et on lui dit, est-ce que vous pouvez nous dire 5 ou 6 de vos défauts et 5 ou 6 de vos qualités? Ben, soyez sûr qu'il va vous parler des qualités rapidement, mais les défauts, il ne va pas. S'il cite un seul défaut, c'est déjà beaucoup. Donc, pourquoi? Parce qu'on a tendance à nous considérer comme étant les meilleurs, comme étant les plus forts, comme étant… Mais non, il y a quand même l'humilité. L'humilité, quand on est une personne équilibrée,
Moi, je le dis toujours parmi mes règles de vie, c'est que si vous voulez rester en équilibre, il faut marcher droit, tout simplement. Parce que si vous faites comme ça, des tournures, etc., vous risquez de tomber. Donc, il faut marcher droit, comme vous avez dit, la Zulekha. Donc, et être droit ne veut pas dire qu'on est parfait. Non. Au travail, moi, j'ai eu tellement de remarques. On m'a fait tellement de remarques dans ma vie professionnelle, mais ça ne m'a jamais tué. Je suis toujours là. Et comme dit Astérix, vous savez, ce qui me fait peur, la seule chose qui fait peur à Astérix, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Tout le reste, il est partant. Donc, si on vous dit que votre travail n'est pas fait, vous n'avez pas à vous en faire. Il est mal fait. Si vous avez les justifs comme quoi non, c'est pas vrai, vous répondez. Si c'est vrai, ben vous dites un grand merci avec un grand sourire. Merci pour votre observation. Et vous avancez, monsieur. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. J'espère que vous avez eu votre réponse, monsieur Ismaël. Il y a une question dans le chat qui vient d'être posée. Donc, il dit « Assalamu alaikum, moi, ma question est un peu personnelle. Je suis en première année et j'ai du mal à avoir de la passion dans la filière, il dit la gestion, que je suis en train de faire, car au début, j'ai voulu faire l'informatique, mais malheureusement, lorsque les admissions sont sorties, j'ai été pris en gestion. Donc, quels conseils vous pouvez me donner pour surmonter ces doutes ?» Super, super. Je sais pas, moi je vais dire ce que je pense et je laisserai peut-être mon ami. Vous savez, moi, pour cette question de... Je vais vous dire, mon jeune homme et jeune étudiant, je ne sais pas de quel pays vous venez, mais vous savez, moi, quand je suis arrivé au baccalauréat, et on me demandait toujours qu'est-ce que vous voulez faire. Vous savez qu'est-ce que je répondais? Moi, je n'ai pas un choix précis, mais tout ce que je ferai, je le ferai avec excellence. C'est ça, c'était ma réponse. Et quand j'ai passé mon concours, j'ai passé le concours de l'École nationale d'architecture en première année de bac, et tenez-vous bien, j'ai passé 16 autres concours, tout domaine confondu. Du service militaire jusqu'à l'assistanat social, jusqu'à la médecine, jusqu'à l'ingénierie, jusqu'à la marine marchande, jusqu'à l'enseignement, l'institutrice, etc. Et vous savez, la première année, j'ai raté tous les concours. Ça ne m'a pas tué. Je me suis inscrit en première année à l'université Mohamed Ier, où j'ai choisi de faire biologie, géologie en première année. Et après, ça ne me parlait pas. Je me suis dit, ben, écoute, va faire économie, allez, ça te changera. Et j'ai fait économie pendant une année. Et vous savez, je ne savais même pas de quoi il parlait. Quand il parlait du bilan actif-passif en comptabilité, je ne savais même pas, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le mec, l'enseignant, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais non, j'ai suivi. Hein, donc, pourquoi? Parce que pour préparer les concours, encore une fois, parce que je ne comptais pas rester à l'université. Et j'ai préparé les concours, les mêmes, et je les ai refaits. Et je me suis dit, bah, écoute, si je deviens militaire, bah, je serai peut-être parmi les mieux gradés de l'armée. Si je suis instituteur dans un patelin éloigné, je serai parmi les meilleurs instituteurs. Et si je vendais de la menthe, ben je serais parmi les meilleurs vendeurs de la menthe de la ville. Donc, mon jeune garçon, n'ayez pas peur, parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Exact. Mais on peut être performant dans ce qu'on a et Exact. améliorer les patients. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, cher ami. Et aller de l'informatique à la gestion, c'est vrai, c'est deux disciplines qui sont lointaines. Mais moi, ce que je propose à ce jeune,
c'est que dans le domaine de la gestion, il y a de l'informatique. Croyez-moi, vous allez la trouver quand vous allez avancer dans vos études. Je ne sais pas si vous êtes à l'EST ou à la faculté de droit, je ne sais pas dans quel établissement, mais croyez-moi qu'on vient de le dire à mon collègue et ami, c'est Mohamed Rachid, c'est que là où vous êtes, si vous excellez, vous allez faire votre place. Parce que si vous êtes là par obligation, c'est tout, vous n'allez rien faire de votre vie. Et moi, j'ai à peu près la même expérience quand je suis partie pour faire, bien sûr, après le bac, j'avais l'intention de faire de médecine. Et je suis allée pour passer le concours à Rabat. Et après, je suis retournée à Oujda, je me suis inscrite. Et j'ai une partie de mes études ici, une partie à Rabat, j'ai obtenu ma bourse. Et quand nous, on avait nos bourses, j'étais partie. Alors, j'avais l'intention de changer de filière. Et je vous dis, la bourse qui m'a été affectée, c'est une bourse au département de géologie. J'étais classée parmi les 18 premiers en biologie parce que je n'avais pas les notes de l'université d'Oujda. Donc, mon dossier est resté en suspens. Et je suis partie avec cette bourse. Arrivée en France, j'ai fait biochimie. Et après, c'était ma conscience qui m'a dit, attention, la bourse qui t'a été affectée, c'était pour faire la géologie. J'ai pas fait biochimie. Donc, c'est juste pour vous dire, comme vient de dire c'est Mohamed Rachid, là où vous êtes, si vous Monsieur Ibrahim Abba, s'il vous plaît, votre micro. Mais il faut dire à celui qui gère la... Donc, pour revenir à ça, il faut que vous acceptez, moi j'appelle, c'est là où le bon Dieu a voulu vous mettre. Et si vous acceptez là où vous êtes, il faut vraiment apprécier ce qui est appréciable. Et la passion viendra avec le temps. Parce que vous êtes là, vous devez vous comparer avec ceux qui n'ont pas pu être là où vous êtes pour pouvoir être passionnés. Parce que nous, malheureusement, les humains, on regarde toujours en haut, comme je vous ai dit. Il faut regarder parfois en bas et derrière vous. Regardez combien je ne sais pas de quel pays vous êtes là, c'est déjà une chance et une opportunité aussi. Et donc, si vous percez ici, là où vous êtes, vous allez atteindre vos objectifs. Et j'aimerais bien vous voir. Hein. Prenez mon numéro de téléphone de Madame J et venez me voir. On continuera à parler de ce sujet et je t'accompagnerai et on verra là où tu vas atterrir. Et la passion, j'essaie de l'inculquer chez toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Je suppose qu'il a eu la réponse à sa question. Et vu que le lien, il va expirer dans quelques minutes et il y a une question dans le chat, donc je propose qu'on aille directement sur le 3e lien pour ne pas être interrompu. D'accord. Donc, je pense qu'on va continuer. Et avant ça, monsieur Farid Haman et monsieur Kabir, s'il vous plaît, vos micros. Merci. Donc, tout à l'heure, avant de quitter, il y avait une question dans le chat qu'on n'a pas pu lire. Et il dit, bonsoir à tous. Merci pour vos interventions, mes chers professeurs. Ma question est la suivante. Quel conseil avez-vous pour la jeunesse actuelle pour leur épanouissement? Ça, c'est un, je pense. Après, il dit également, proposez-moi quelques livres pour s'adapter à chaque situation. Écoutez, excusez-moi, mais je suis en voiture. Et là, en fait, qu'est-ce que je dirais? Moi, le conseil que je donnerais à... Ben, tout d'abord, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Faites toujours ce que vous aimez. Et aimez ce que vous faites. Et aimez ce que vous faites.
Et quand vous n'avez pas ce que vous voulez, ben, vivez avec ce que vous avez et améliorez. Ce n'est que de cette manière-là que vous vous confirmerez en tant que personne qui s'acharne à devenir quelqu'un de meilleur. Donc voilà le conseil que je donne, moi. Faites des erreurs, certes. Acceptez les critiques, certes. Mais ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Je pense que monsieur, il a perdu la connexion. Je ne sais pas si madame, vous avez quelque chose à ajouter. Votre cette question, un conseil que je donne aux jeunes d'aujourd'hui, d'abord, il faut vraiment construire. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure pour lutter contre le syndrome. Il ne faut jamais se comparer à d'autres parce qu'on est différents et il faut accepter les différences, c'est là où il y a les richesses. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, et par rapport aussi à l'ouvrage que je vous ai proposé, l'échec ne doit pas nous faire tomber. Au contraire, il faut vraiment moi je les appelle des épreuves de la vie. Chaque épreuve doit être une nouvelle étape pour que vous puissiez avancer. Et avancer sûrement et doucement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir l'audace. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse qui a l'audace pour poser des questions, qui a l'audace pour aller dans l'aventure et pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne se trompe pas. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ceux qui ne se trompent pas, c'est les gens qui ne font rien de leur vie. Et donc, il faut vraiment toujours, pour chaque situation, il faut vraiment réfléchir avant d'agir et poser les scénarios. Et choisissez le scénario qui vous paraît le plus sûr. Mais si le scénario que vous avez choisi n'a pas abouti, il faut vraiment analyser. Parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, le go, no go, vous devez être quelqu'un qui, de temps en temps, s'éclipse, analyse sa situation pour pouvoir avancer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là où vous êtes, il faut se dire que mes moyens, quand je dis moyens, c'est tout, c'est-à-dire ma compétence, mes efforts, etc., m'ont abouti à ce stade. Il faut que j'avance pour avancer en step, en étage, pour ne pas rester au même endroit. Donc, et il faut toujours, comme je l'ai toujours dit, rester optimiste dans la vie. Ne faites pas travailler ou bouger la partie négative de votre cerveau. Quand vous pensez positif, vous allez réussir dans la vie. C'est le conseil que je dis. Et puis autre chose, ne laissez pas vos cerveaux ici, dans les smartphones. Laissez vos cerveaux dans leur place. Parce que je vois que les smartphones, et particulièrement vous qui êtes au Maroc, les smartphones avec le prix de 30 dirhams le mois, c'est vraiment pas cher. Je connais des jeunes étudiants qui sont venus de pays d'Afrique et qui sont des étudiants étrangers. Leurs parents, vraiment, m'ont interpellé pour me dire « Attention, 30 dirhams, c'est rien ». Mais on constate que nos fils sont tout le temps connectés ou nos enfants sont tout le temps connectés. Donc, il faut vraiment utiliser les smartphones pour la bonne cause. Parce que l'addiction, c'est pas bien. Et il y a 1 an et demi, c'est plutôt à peu près 2 ans, je ne sais pas si parmi vous, il y a des jeunes qui ont participé à une caravane que nous avons menée pendant 2 semaines à l'université contre l'addiction du numérique. Et c'était vraiment une correspondance qui nous est parvenue du ministère de la Santé du Maroc et du ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que l'addiction impacte beaucoup nos jeunes d'aujourd'hui. D'abord, manque de sommeil et 2, la déconcentration.
Si tu permets, cher ami. À votre âge, je ne vous dis pas ne pas l'utiliser, mais utiliser les moyens de communication, les smartphones et autres, avec la raison, d'une manière raisonnable. Oui, je vous écoute. Cher ami, merci beaucoup. Ben écoutez, Anna, j'ai été obligé de prendre ma voiture et de sortir. Donc, je vais terminer mon intervention par ceci. Et je vous écouterai seulement pour ne pas faire de risque. Alors, ce que je vous dis, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la veille du 14 février, la journée de l'amour, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Et je vous souhaite un joyeux Valentine et beaucoup d'amour. Et sur ce, je vous dis, faites tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez dans la vie, faites-le avec amour, faites-le avec passion, et vous allez voir que vous allez exceller. Remplissez vos cœurs d'amour et d'appréciation de l'autre et de bonne foi, et vous allez réussir. Alors l'acharnement sans amour, c'est de la fatigue. L'acharnement avec amour, c'est un plaisir. Donc sur ce, je vous dis à très très bientôt et merci pour cette belle invitation et cette belle soirée. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et à très bientôt. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, monsieur. On vous souhaite pareil aussi. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions à poser? Vous pouvez les poser, que ce soit dans le chat ou bien prendre la parole, c'est comme vous voulez. Oui. Moi, j'avais juste demandé s'il y a possibilité d'allumer les cams. Monsieur Rachid, on a déjà pris des photos tout à l'heure, si c'est possible. Hein. Sinon, pas de souci. Donc, je suppose qu'il n'y a plus de questions. Et donc, ceux qui peuvent allumer la caméra, s'il vous plaît. Là, je vois chez Ibrahim. C'est dommage, on n'a pas eu le temps d'échanger pour savoir de quel pays vous venez, mais je suis sûre qu'à l'université Mohamed Ier, on a plus qu'une trentaine de nationalités. Donc, vous êtes chez vous. Je vous souhaite un excellent parcours estudiantin qui sera sûrement couronné de succès. Merci. Et avant de nous quitter, j'aimerais que chacun retienne une idée essentielle. Le doute n'annule pas la compétence. Donc, je répète, le doute n'annule pas la compétence. Exact. Le syndrome de l'imposteur, il touche très souvent des personnes engagées, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, exigeantes et profondément responsables. Donc, le véritable enjeu n'est pas de faire disparaître toute peur, mais d'apprendre à avancer malgré elle, avec lucidité et bienveillance envers soi-même. Donc, performer avec justesse, ce n'est pas atteindre plutôt de se sentir parfaitement légitime, mais c'est avancer avec conscience, avec humilité et avec courage. Donc, je remercie chaleureusement nos deux intervenants pour la qualité et la profondeur de leur partage, ainsi que vous tous pour votre présence et votre engagement. Donc, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite des activités du projet Leadership Chemin d'Excellence. Excellente soirée à toutes et à tous et merci de cheminer avec nous vers l'excellence. Merci Mariama pour ces mots qui nous touchent énormément. Nous restons à votre disposition et je vous souhaite un excellent parcours estudiantin, que ce soit à l'université Mohamed Ier ou ailleurs, parce qu'il y a des étudiants africains étrangers qui sont dans d'autres institutions. Et nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'infos. Moi, je suis à la faculté des sciences et je suis joignable. Vous avez mon numéro de téléphone. Et donc, je vous souhaite aussi un excellent séjour au Maroc. Et vous êtes nos